Le Forum économique régional d'Agadir, Souss-Massa et ses partenaires. Bonjour à vous tous, merci d'être là, merci infiniment de votre présence, merci d'être venus aussi nombreux à ce forum économique régional entièrement consacré à la vivacité de cette région, à la vivacité d'Agadir, dans son prolongement évidemment à toute la région de Souss-Massa. Que dire effectivement de cette région, si ce n'est qu'elle revient quand même d'assez loin? Je m'explique. Dans la mémoire collective, Agadir a été pendant de très nombreuses années associé, à tort ou à raison, au terrible séisme du 29 février 1960. 23h40, 5,7 sur l'échelle de Richter, 12 000 victimes et des dégâts matériels considérables en à peine 15 secondes. Si j'ai tenu à rappeler cette parenthèse douloureuse pour les habitants d'Agadir en général, et pour la population marocaine en particulier, c'est pour évidemment bien insister, bien souligner aussi la formidable résurrection, un peu comme le phénix, de toute cette région. Agadir est parvenu à renaître effectivement de ses cendres pour devenir 65 ans plus tard la magnifique cité que nous connaissons aujourd'hui, que le monde entier connaît et reconnaît. Dans sa richesse en femmes, dans sa richesse également en hommes, en atouts économiques, en infrastructures de logistique et au-delà effectivement de son agriculture, la force d'Agadir, c'est en effet aussi et surtout ce qu'on appelle son économie bleue comme levier de compétitivité en matière de développement durable. Permettez-moi de recevoir à présent Madame Kenza Gassib, directrice générale du Centre régional d'investissement au niveau de la région de Souss-Massa. Vous voyez, vous faites une entrée remarquable. Installez-vous, madame. J'appelle aussi Sidris Bouti, président de la CGEM, Confédération Générale des Entreprises du Maroc, au niveau de la région. Merci beaucoup, Sidris. Saïd Dor, à présent, en ce qui concerne effectivement la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie au niveau de la zone d'Agadir, région Souss-Massa. Merci encore une fois, Saïd Dor. Hassan Baïch, directeur régional de l'Agence nationale des pêches. Voilà. Des pêches. C'est vrai. Ouais. Des pêches, comme dirait l'autre. Des ports. Ah, pardon. Alors, donc, vous avez bien fait de me rectifier cela. L'ANP, l'Agence nationale des ports. Et enfin, c'est Mohamed Bouayyad. C'est Mohamed Bouayyad, rejoignez-nous. Vous êtes conseiller auprès de la Fédération nationale des industries du poisson. Merci beaucoup, Si Bouayyad. Voilà. Alors, je souhaiterais, si vous le permettez, voilà, comme préambule, de demander, voilà, d'être quand même assez succinct en matière de présentation, assez courte si vous le permettez, 2 minutes grand maximum de votre mission respective, de l'organisation auquel vous êtes rattaché et que vous êtes amené à nous présenter aujourd'hui. On commence par vous, Madame Gassib. Bonjour à tous, d'abord merci pour l'invitation. Je suis ravie de faire partie de ce magnifique panel avec des personnalités que nous n'avons évidemment pas besoin de présenter. Donc le CRI, Centre régional d'investissement Souss-Massa, avec des missions nobles, on va dire, qui œuvrent pour le développement des territoires. Donc aujourd'hui, on est dans la région Souss-Massa. Donc les missions principales du CRI, c'est évidemment d'accompagner l'investisseur dans son projet d'investissement de A à Z, les entrepreneurs, les porteurs de projets également, pour leur ouvrir la porte et les aider dans l'accomplissement et la réalisation de leurs projets dans les meilleures conditions et leur apporter tout le soutien dont ils ont évidemment besoin. Et puis un volet très important qui est dédié à la promotion de la région auprès d'investisseurs potentiels, qu'ils soient étrangers, marocains du monde ou marocains évidemment, avec une volonté réelle de leur montrer tout le potentiel de la région et en faire la destination préférée des investisseurs. Voilà, on aura l'occasion effectivement peut-être de mieux développer cette destination qui a d'ailleurs été largement détaillée il y a un instant par
au niveau des deux panels qui nous ont précédés, qui ont été animés par notre collègue Rizlan Ramzi. Driss Bouti, président de la CGEM au niveau de la région, j'imagine que vous avez une très lourde responsabilité actuellement, puisqu'on parle beaucoup un peu de la place de la région d'Agadir face à ce défi qui est à venir, celui de 2030, évidemment avec 5 autres grandes villes du Maroc. Merci Chouaib, merci à l'assistance. Moi je voulais dire Driss Bouti, donc président de la CGEM sous ça, présent. Je suis aussi fait partie du collectif, économique de la région avec les chambres professionnelles. Et notre ambition aujourd'hui à la SOGEM, comme vous savez tous, la SOGEM c'est un peu le syndicat de la défense des investisseurs et des chefs d'entreprise. Et nous avons des très grands projets sur lesquels on est en train de travailler. Et je remercie un peu toutes les personnalités présentes et aussi M. Louali et M. le Président de la région de nous accompagner sur ces grands projets. Surtout des projets liés à la connectivité. Vous savez, à la SOGEM, c'est le côté pratique de la chose que nous utilisons tous les jours. C'est que, comme vous savez, les hommes d'affaires ou les entrepreneurs n'aiment pas perdre trop de temps. Donc, on va vraiment à l'essentiel et on essaye d'aller vite. Merci beaucoup. Alors, les entrepreneurs qui souhaitent évidemment, là je m'adresse à Cédor, ne pas perdre de temps parce que le temps c'est de l'argent et là j'imagine que voilà, c'est une notion, un concept qui est pris en considération au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, au niveau de cette zone. D'accord, effectivement, on ne va pas perdre de temps, on va aller directement au sujet. Je suis président de la Chambre de commerce régionale, Saïd Dor. La Chambre de commerce, comme vous le savez, est une chambre consulaire qui représente les secteurs économiques, les 3 secteurs, l'industrie, le commerce et les services. Et nous travaillons évidemment sous la coupole de la législation qui régit les chambres de commerce et évidemment qui ont évolué, je ne vais pas, parce que ça risque de prendre beaucoup de temps, il ne faut pas trop non plus, il ne faut pas exagérer. Énormément évolué pour vraiment qu'ils puissent jouer leur rôle d'accompagnement, d'assistance et évidemment dans le cadre d'une harmonie, une symbiose parfaite avec ce qu'a dit mon ami Driss, à savoir le collectif régional que nous avons créé et qui est composé de la région, les 4 chambres professionnelles ainsi que la CGM Sud. Et nous travaillons en intelligence collective, comme ça a été dit ce matin par Sikarim. Je n'en doute pas, intelligence collective. Agadir, évidemment, cela nous renvoie à tout un littoral immense, l'Atlantique, avec évidemment son ouverture vers le sud, vers l'Afrique, la porte en tout cas du Sahara. Au niveau je pense que cette thématique, ce concept, cette position est prise en considération au niveau de l'ANP, l'Agence nationale des ports, Sibaïch. Salam alaikum. Donc Hassan Beish, directeur du port d'Agadir, l'Agence nationale des ports. Donc pour un petit peu vous expliquer comment est organisé le secteur portuaire, donc on a une loi 1502 qui régit un petit peu ce secteur. Donc en tête on a le ministère de l'équipement, d'accord, c'est l'autorité régalienne. Donc c'est le ministère qui s'occupe un petit peu de l'organisation, de la planification des nouvelles infrastructures portuaires. Et c'est également le ministère donc, qui réglemente, donc tout ce qui est réglementation, il est dévolu au ministère de l'équipement. En deuxième lieu, donc, il y a les autorités portuaires. Donc l'Agence nationale des ports, dont j'ai aussi, donc ce sont des autorités portuaires. Donc on a la lourde charge de gérer les ports. Et la gestion des ports englobe un certain nombre de missions. L'attribution des concessions, la gestion du domaine public, le développement des ports, etc. Et en troisième lieu, nous avons les opérateurs de manutention, les portuaires, Marsa Maroc en l'occurrence, les autres sociétés. Donc telle était l'organisation du secteur portuaire au niveau national. Et l'ANP, donc c'est un petit peu le fédérateur de l'écosystème au sein du port. Voilà, Sibachi, je vous ai fait asseoir volontairement à côté de Sibouayed, qui dit port, dit évidemment poisson. Quel est effectivement votre rapport, votre manière de vous approcher, de travailler
au niveau justement de cette activité qui est quand même assez importante et elle se fait ressentir. On en parle beaucoup à chaque fois quand il s'agit peut-être des rapports qu'a cette région, qu'a le Maroc avec l'Union européenne. Voilà, quelle est un peu votre méthode de travail au niveau régional, au niveau d'une région quand même qui est réputée pour être très poissonneuse? Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je m'appelle Mohamed Bouayed. Actuellement, et depuis un certain temps, je suis dans l'industrie du poisson. On va dire je suis opérateur. Mais vous êtes toujours conseiller. Et je suis conseiller en même temps, à mes moments, disons, de loisirs, conseiller de la Fédération nationale des industries du poisson qui regroupe toutes les industries de transformation des produits de la mer et qui représente plus de 50%, plus de 50% des exportations dans le domaine du poisson. À peu près dans les 13 milliards de dirhams, ça représente un peu le secteur. Voilà. Alors, nos rapports avec nos rapports sont multiples, sont multidirectionnels. Avec, il y a d'abord la tutelle du port, c'est l'ANP qui organise l'activité. Il y a une gouvernance qui est très très bien appliquée. Le port est très bien tenu. Évidemment, c'est perfectible. Il y a des choses à faire, mais c'est déjà pas mal. Et nous travaillons beaucoup avec les services vétérinaires, l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire, nous travaillons avec la douane, et avec tous ceux qui interviennent, la police, la douane, tout le reste, et aussi les pêcheurs. Et dans le secteur de la pêche, si vous permettez, si vous me posez la question sur le secteur de la pêche, je répondrai. Donc je me contente de ça pour le moment, pour répondre exactement à votre question. Alors, qui dit pêche dit poisson. Qui dit poisson, cela renvoie quelque part dans l'imaginaire à l'économie bleue. Et c'est notre thème central d'ailleurs de cet entretien, de ce déplacement ici à Agadir, au niveau du Forum économique régional. Alors effectivement, cette région de Souss Massa qui se positionne comme un pilier de l'économie bleue, de cette activité, déjà une explication qui s'impose, peut-être que pourrait nous répondre éventuellement Cédor. Qu'est-ce qu'on entend précisément par économie bleue? J'imagine que chacun a peut-être à son interprétation. Quels sont en tout cas les secteurs qui concernent, ou en tout cas qui sont les plus réactifs au niveau de cette dénomination? Bon, alors d'abord, il faudra, quand on parle de l'économie bleue, il faudra se rappeler la richesse que notre pays, la richesse dont il dispose à travers un littoral, 3500 km pour tout le territoire national et 180 km pour la région Souss Massa. 180 km de littoral. Exactement. Donc c'est une richesse extraordinaire qui peut constituer un moteur de développement exceptionnel. Évidemment, les différents domaines qui peuvent concerner cette économie bleue sont multiples. Et comme vous l'avez si bien dit, la première exemple, disons, déjà matière c'est le poisson. Voilà. Et qui ne se limite pas, ce serait un tort effectivement de croire que l'économie bleue se limite au niveau de la pêche et au niveau du poisson. Bien sûr. Ouais. Alors quand on parle du poisson, évidemment, c'est toutes les industries qui peuvent découler de cette richesse. Évidemment, l'aquaculture, tous les secteurs qui sont bien sûr liés à cette économie bleue, mais ça nécessite évidemment de respecter un certain nombre de conditions. Et comme nous sommes dans ce panel pour discuter de l'intégration de l'économie bleue dans la logistique, parce qu'il y a des conditions à respecter pour cela. Nous savons que c'est une matière périssable, donc il est nécessaire d'avoir une politique de logistique qui réponde évidemment aux exigences de cette économie. Je ne citerai que les chaînes de froid, et tout ce qui aujourd'hui
est posée sur le plan international comme réglementation rigide, ça nous interpelle en ce qui concerne donc le côté écologique, le côté environnemental. Donc tout cela est évidemment est présenté pour arriver à une exigence pour laquelle on doit absolument avoir une vision claire pour transformer cette richesse d'économie bleue en un moteur de développement et un levier de développement et de croissance. Voilà, s'il vous plaît, j'imagine que vous souhaitez intervenir juste en prolongement de l'intervention. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui incontournable effectivement cette pratique, cette activité aujourd'hui, cette économie bleue par rapport à ce que l'on connaissait hier, par exemple? Au sens large du terme, l'économie bleue regroupe toutes les activités qui sont en rapport avec la mer. Et beaucoup de secteurs sont interconnectés, comme le tourisme balnéaire, tourisme maritime, tourisme culturel, etc., plus la pêche, l'aquaculture, évidemment, tout ça. Mais ils ont des objectifs communs. Les objectifs sont la maximisation des ressources et leur protection. C'est la création de la croissance économique, création de postes d'emploi et l'amélioration du statut social de tous ceux qui ont affaire à la mer. Donc, la maximisation des ressources tout en les protégeant et en minimisant tous les impacts négatifs sur l'environnement et sur les ressources halieutiques de manière générale. Donc, le point commun général de tout ça, évidemment, c'est économique, mais aussi la durabilité. Tout doit être inscrit dans la durabilité. Sinon, l'économie bleue n'aura aucun sens. C'est-à-dire dans la durabilité. Qu'est-ce qu'on entend par exemple, protéger les ressources. Oui. Protéger les ressources. Nous savons maintenant, tout le monde sait qu'il y a une surexploitation des ressources actuellement et on se demande pourquoi. Alors, par exemple, nous parlons de la région d'Agadir, où il y a pas mal de bateaux de pêche côtière, pêche artisanale, pêche hauturière. Alors, la pêche côtière et artisanale, c'est une flotte qui est très ancienne, qui a une moyenne d'âge qui dépasse 34 ans. Donc, c'est des bateaux qui ne sont pas bien équipés, qui ont une très faible économie en mer. Donc, ils vont pêcher très près des côtes. Et quand ils pêchent très près des côtes, ils pêchent des petits poissons, ce qu'on appelle les juvéniles. Et ces juvéniles ne grandiront jamais et ne se reproduiront pas. Ça veut dire que ces bateaux-là, cet outil d'extraction dont nous sommes fiers, et en fait, elle est négative par rapport à la ressource. Donc, il y a lieu de revoir cette activité-là, la moderniser dans le sens de la modernisation et réduire l'effort de pêche sur la ressource. Ça c'est la durabilité. Et la durabilité comprend aussi le revenu du marin-pêcheur, son confort en mer, les moyens de navigation, les moyens de protection en mer. Et tout ça, c'est un ensemble. La durabilité, c'est l'économique, c'est le social, c'est l'environnemental, de manière générale. Donc quand on parle d'économie bleue, il faut toujours avoir à l'esprit la durabilité. Sinon, ça n'a aucun sens. On ne parlera pas de la même chose. Madame Gassib, voilà, vous avez entendu certaines conditions, la durabilité. C'est vrai que c'est une pratique, à un moment donné, qui a été effectuée d'une manière très anarchique, d'où la politique du gouvernement depuis quelques années d'imposer ce qu'on appelle un peu le repos biologique, ce qui est tout à fait naturel. Au niveau du CRI, par exemple, est-ce que ces conditions sont prises en considération quand un éventuel investisseur vient vous voir et que lui dites-vous, voilà, au niveau peut-être quand il vous présente un dossier qui concerne un peu l'économie bleue? Comme je l'ai précisé tout à l'heure, le CRI est là effectivement, notamment avec sa nouvelle version, pour apporter le meilleur accompagnement à l'investisseur, mais aussi pour le conseiller. Donc nous, en tant que CRI, on accompagne les investisseurs en provenance de tout secteur d'activité et en l'occurrence de l'économie bleue. D'ailleurs, pour partager avec vous quelques chiffres très, très rapidement, en 2024, la Commission régionale unifiée d'investissement a passé plus de 80 projets, donc en lien évidemment avec l'économie bleue, représentant plus de 2,5 milliards d'investissements. Ces projets vont permettre la création de plus de 400
4600 emplois, ce qui montre en fait la dynamique, encore une fois, de la région en termes d'économie bleue et la présence notamment du CRI pour accompagner ces investisseurs tout au long de leur projet, en prenant en considération l'ensemble des critères et puis des critères qui régissent, comme on l'a dit, tout l'aspect protection des ressources, etc. C'est vrai qu'on ne rentre pas forcément dans le détail, mais par exemple, on est très sensible à tout ce qui est consommation d'eau, par exemple. Est-ce que c'est un secteur qui continue encore à susciter un certain intérêt, par exemple ? Surtout dans une ville réputée pour être aussi agricole, voilà, caractère avec son ADN agricole, et on l'a dit aussi ce matin, le tourisme. Quelle est un peu la part du secteur halieutique dans tout ça ? Alors, la part du secteur halieutique, donc je parle globalement, donc les chiffres que je viens de préciser, ils sont en lien avec le secteur halieutique, donc les 82 projets dont j'ai parlé. Ils sont répartis, on va dire, 3/4 des projets sont en lien avec l'industrie directe, 1/4 est en lien avec le tourisme, ce qui fait quand même qu'il y a une présence assez importante de l'aspect touristique en lien avec l'économie bleue et également la partie touristique. Ce que je voulais aussi rappeler, c'est que la région s'inscrit dès le départ dans ce concept d'économie bleue, puisqu'elle est connue par des secteurs historiques. On n'a pas besoin de le rappeler, la pêche, le tourisme et évidemment l'agriculture, pêche, tourisme qui s'inscrivent de manière très directe dans l'économie bleue. Je n'ai pas besoin de rappeler que nous avons les meilleurs spots de surf, donc qui s'inscrivent dans les secteurs stratégiques de l'économie bleue. Nous avons des zones touristiques qui ont été aménagées pour ça également. Monsieur Azenfar a parlé tout à l'heure d'Anchor Point. Il y a le spot Imswan également qui va bientôt voir le jour. Donc, on a une diversité de projets qui nous permettent de s'inscrire de manière très directe dans cette volonté nationale, puisque d'ailleurs l'économie bleue a été identifiée comme pilier du nouveau modèle de développement économique marocain. L'ANP, l'Agence nationale des ports, avec ses chiffres évidemment, une production de 80 000 tonnes environ en moyenne. Au niveau de Souss Massa, quelle est un peu la part effectivement de cette production, de cette activité particulière donc au niveau de cette région ? Qu'est-ce qui est pris là aussi en considération ? D'accord. Donc ce qui est important, on a entendu, excusez-moi, on a entendu Siboyed effectivement souligner l'indispensable faculté, responsabilité au niveau de la durabilité et au niveau de la pêche. Qu'est-ce qui est dit au niveau de l'ANP ? Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces activités qui tournent un petit peu autour de l'économie bleue, ne peuvent se faire sans des ports, d'accord, sans infrastructure portuaire performant. Et pour vous donner un petit peu quelques chiffres, donc aujourd'hui, plus que 95% des échanges du Maroc avec l'extérieur se font par les ports, d'accord ? Donc le port d'Agadir aussi, c'est un port très important au niveau national. C'est un port régional tout d'abord. Est-ce qu'il reste à la hauteur de ses ambitions ? Comment vous le voyez, ce port ? Bien sûr. Donc aujourd'hui, le port d'Agadir il est classé 3e au niveau national. Parce que tout à l'heure, on a en termes de trafic portuaire. On a cité. Mais ce qui est important, c'est un port qui dessert la région. Il est au service de la région. D'accord ? Donc la région de Souss Massa, c'est une région agricole, ça a été rappelé par M. Loualit ce matin. Donc c'est la première région exportatrice et productrice des agriprimeurs. Une partie de ces productions transite par le port d'Agadir. Il y a aussi donc tout ce qui est importation, donc pour les besoins donc de la région. Donc on importe des céréales, des produits énergétiques, d'accord, qui sont des produits de première nécessité pour donc la région de Souss Massa. Il y a le trafic global au sein du port, donc il est à peu près de 6 700 000 tonnes. On exporte aussi donc tout ce qui est minerai, donc issu de la production de la région. Et en parlant de la pêche tout à l'heure, donc Mohamed a bien un petit peu rappelé l'importance donc du secteur halieutique dans un petit peu le paysage national. Et j'ajouterais que aujourd'hui donc on a plus de 700 000, 130 000 marins donc qui opèrent au niveau donc des bateaux opérations au niveau du Maroc, avec plus de 600 000
donc emplois indirects créés. Aujourd'hui, au niveau du port, nous avons des infrastructures modernes qui ont été mises à niveau, donc moyennant des investissements très importants qui ont été consentis par l'AMP, par les opérateurs portuaires, pour justement améliorer l'attractivité du port et la compétitivité du port, réduire tout ce qui est délai de transit, parce que c'est ça qui un petit peu intéresse nos opérateurs économiques. Et là-dessus, nous avons bien sûr un partenariat donc avec l'ensemble des parties prenantes. Nous travaillons dessus pour justement améliorer ces indicateurs. Et rien que récemment, donc on a conclu un partenariat avec la région Souss-Massa, d'accord, le conseil régional qui nous accompagne pour le financement d'un certain nombre de projets très très importants. Alors vous avez précisé que en tout cas les infrastructures portuaires ont été remises au goût du jour. C'est une nécessité. Là, je vous repose encore la question. Qu'est-ce qui a été pris en considération? Est-ce qu'aujourd'hui les infrastructures portuaires de cette région sont à la hauteur en tout cas des ambitions exprimées, parce que là aussi il va falloir regarder en direction du sud, Dakhla et toute la façade du Sahara en direction des pays du Sahel, premièrement, ou bien est-ce que ce port se trouve aujourd'hui peut-être dans la même situation que l'aéroport, tout simplement? Ça a été souligné tout à l'heure. Est-ce que là aussi une réflexion peut être engagée à ce niveau? Bien sûr, je ne répondrai jamais en vous disant que les infrastructures sont suffisantes ou répondent à 100% aux besoins du port, de l'écosystème. On a toujours l'ambition d'améliorer. D'où ce programme de partenariat qu'on a un petit peu scellé avec la région pour le renforcement justement des infrastructures du port, pour améliorer davantage donc l'attractivité et la connectivité surtout du port d'Agadir. Aujourd'hui, le port il est connecté à plus de 20 pays, donc moyennant cette ligne maritime. Et on a donc récemment commencer avec l'ensemble des parties prenantes au niveau de la région, la CEGM, la Chambre du commerce et bien sûr le Conseil régional sous l'égide de M. Louali, à développer une nouvelle ligne maritime avec nos provinces, avec l'Afrique. C'est une ligne maritime aujourd'hui ROPAX. M. Louali en a parlé. Et ensuite, on vers tout ce qui vous avez parlé de durabilité. Donc la durabilité, il est aujourd'hui au centre des préoccupations de l'agence, de l'AMP. Et on a un projet très très révélateur sur lequel nous avons travaillé récemment, mais peut-être on a mal peut-être communiqué là-dessus. Donc la région, donc on a de cimenteries au niveau de la région Souss-Massa, d'accord. Donc ils exportent l'essentiel de leur production via le port d'Agadir, mais il y a une grosse partie, voyons 400 000 tonnes, qui est exportée vers la région de l'Aïeul, d'accord, par voie routière. Donc ce qu'on a fait, c'est que malheureusement, faute d'opérateurs, de compagnies maritimes intéressés par le développement de cabotage, donc on a au niveau du port avec notre partenaire Marsa Maroc, donc il a pris en charge donc l'affrètement d'un navire spécial rien que pour cette opération. Donc on a fait une petite convention avec un opérateur cimentier de la place. Donc aujourd'hui on a environ 200 000 tonnes qu'on a pu capter. D'accord, en favorisant ce monde innovant où un opérateur de manutention qui n'est pas armateur, aujourd'hui, il affrète un navire, il prend en charge l'opération pour justement décongestionner les routes, réduire l'impact du transport routier. Donc ça a été converti en transport maritime. Silboti, au niveau de la CGM, j'ai des chiffres de 2022, et j'imagine qu'il doit y avoir de nouveaux chiffres en tout cas qui sont beaucoup plus frais. Il y a le ministère de l'économie et des finances qui dit que l'économie bleue en 2022 c'était 3,8% du PIB, 4,6% des emplois, et le tourisme et évidemment et la pêche, on en a parlé il y a un instant, sont les deux grands monopoles en tout cas d'activité au niveau de cette économie bleue. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a évolution? Est-ce qu'il y a stagnation? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire éventuellement pour... voilà. L'économie bleue, elle croise d'autres économies, l'économie verte, l'économie aussi solidaire, parce qu'il y a beaucoup d'associations, de coopératives, de pêcheurs et d'autres, même sur le littoral que nous avons, il y a beaucoup de coopératives, on va dire, d'argan et d'autres produits qui bénéficient et j'ai
comme a parlé C. Hassan, juste avant, de la logistique qui est très importante parce que nous ne pouvons pas exporter sans la logistique. Et aujourd'hui, les lignes maritimes dont tu as parlé est une nécessité. On avait mis vraiment des années à comprendre que pour mieux exporter, et surtout en Afrique, il faut utiliser le camion. Donc, parce que le camion, ça peut vous faire arriver votre marchandise door to door. Voilà. Et ça, c'est un moyen, puisque le conteneur ne marche pas. C'est-à-dire, ça prend tellement de temps. Vous savez qu'un conteneur qui part, par exemple, sur Dakar ou sur Abidjan, il doit aller jusqu'à Tangemed, Al Jaziras, et puis revenir. C'est 45 à 65 jours. Donc, et comme vous savez que notre région n'exporte que du périssable, la plupart c'est du périssable, donc on ne peut pas se permettre de mettre de la marchandise qui va arriver 2 mois après. Donc, l'utilisation du camion était vraiment une idée. Aujourd'hui, le camion pose aussi quelques problèmes, puisque le camion, quand il arrive, il y a beaucoup de points frontières, que ce soit à Guerguera, que ce soit de l'autre côté, qui est les Mauritaniens. On a du mal à faire parvenir cette marchandise en très très bon état. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut quoi? Passer maintenant par les accords. On parle beaucoup de ces accords au niveau de la ZLECAf, là aussi, par exemple. Alors, je vais juste vous répondre qu'on a, à la limite, Sa Majesté, que Dieu lui donne santé, a signé 680 conventions à travers l'Afrique. C'est à nous de les faire marcher. Donc aujourd'hui, on n'a aucun problème à exporter nos produits de l'autre côté. Maintenant, l'idée sur laquelle nous travaillons avec le collectif depuis un moment, c'est la création d'une ligne maritime transportant des camions avec chauffeur. À partir d'Agadir sur Dakar, qui va commencer, j'espère, au début du mois de janvier, qui va faire Agadir-Dakar. Mais ces camions, ça va leur permettre d'aller dans tout le couloir du Sahel pour livrer le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et la Mauritanie. Quel est le moyen de transport à partir d'ici à Dakar? C'est-à-dire un bateau. C'est par bateau qui transporte des camions avec chauffeur. Donc le camion, quand il arrive, et je peux vous dire même que la traversée, elle est en 52 heures. Ça veut dire 48 heures et quelques heures, on est déjà à Dakar. Donc, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons le moyen le plus adéquat à nos marchandises d'arriver en très bonnes conditions. Et puis, bien sûr, nous espérons aussi, avec cette même société, c'est de faire le Agadir Cadiz-Portmont. En Espagne. Donc, pourquoi le choix de Cadiz? Parce que c'est un port où il n'y a pas beaucoup de trafic, donc il va nous permettre d'arriver très vite, d'arriver moins de 48 heures sur le sol européen et de repartir encore avec les camions pour faire livrer un peu partout, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne. Et puis, le même bateau va aller jusqu'à Portmont. Donc là, quand on arrive à Portmont, donc nous aurons tous les pays scandinaves, donc on pourra livrer en Scandinavie, et la Belgique, la Hollande, l'Allemagne et tout ça par cette partie-là. Donc aujourd'hui, nous avons une vision claire de comment on peut transporter nos marchandises pour les faire arriver à bon point et surtout en bonne fraîcheur. Et vous savez aussi que la taxe carbone aussi qui va être appliquée, qui est déjà appliquée, qui a commencé à être appliquée par les Européens. Ça vous facilite le travail, ça? Ah bien sûr, parce que le camion qui devait faire 5-6 jours de transport de marchandises avec 2 jours d'arrêt à l'aéroport au port de Tangemed et puis une journée ou 2 à Al Jaziras. Donc tout ça, c'est du carbone. Donc maintenant, c'est 48 heures sur un bateau où il va transporter au départ 120 camions. Donc vous divisez ça par 120. Donc aujourd'hui, on regarde le bout. Est-ce que ça suffit? Moi, je dis pas encore suffisant. Donc il faut penser aussi à du multimodal au niveau du transport. Quand je parle de multimodalité, c'est de faire aussi de l'aérien, du transport de marchandises par l'aérien, surtout les produits agricoles. Quand je vois qu'aujourd'hui que l'Égypte livre en avion cargo tous ces produits en Europe, en Russie et ailleurs, et la même chose pour le Kenya,
Alors que nous, on n'a pas encore utilisé ce moyen vraiment comme il se doit. Et bien sûr, on espère aussi voir le train arriver sur notre région, parce que aussi c'est un moyen qui est très important de faire. Moi, aujourd'hui, bien sûr, Agadir a été toujours une région enclavée. On a eu l'autoroute il y a quelques années. On a un aéroport dont les gens du tourisme en ont parlé, mais malheureusement reste un aéroport juste de transport de passagers, qui pourrait être aussi un aéroport de transport de marchandises vers le monde. Et vous savez bien que la région a tellement de choses à exporter que vraiment, aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, M. Hamadi. Très rapidement. Très rapidement. Il y a 120 camions qui vont tous les jours vers l'Afrique. Tous les jours. Il y a 135 camions qui traversent d'Agadir, qui partent vers Tangemet, vers l'Europe. Donc ça nous fait quelque chose comme 50 et quelques mille, 56 000 sur l'Europe et à peu près 40 000 sur l'Afrique. Donc, bien sûr, avec toutes les difficultés que nous avons et tout ça. Donc maintenant, il faut repenser une nouvelle façon de voir ces exportations et comment les faire venir dans des bonnes conditions avec moins de carbone. Merci. Voilà. C'est de repenser la façon de travailler. Là aussi, alors on a quelques exemples qui ont été cités il y a un instant. Au niveau de la Chambre de commerce, quelles sont en tout cas ces priorités dont certaines ont été mises en avant au cours de cet entretien? Quelles sont les priorités qui sont prises en considération, en tout cas, pour ce qui est peut-être du transport, quand on vient vous voir au niveau de la Chambre de commerce, au niveau du transport et aussi du désenclavement, entre guillemets, processus progressif de cette région? Oui, alors d'abord, je voudrais vous féliciter pour le choix pertinent de lier la logistique à l'économie bleue. Ah, j'y suis pour rien. Hein. Moi, je discute, c'est tout. Non, mais moi, je m'adresse à l'interlocuteur qui est en face de moi et qui est crédible. Allez-y. Donc, sincèrement, vous me posez une question très précise. Il y a 2 semaines, on a été au Sénégal en mission économique avec un certain nombre d'hommes d'affaires. Et nous avons touché du doigt les difficultés que rencontrent les camionneurs qui font quotidiennement Inzgan, Eit Melloul, Dakar et parfois au-delà. Donc cette question de la logistique est très très importante pour nos régions Souss-Massa. Cédric a donné des chiffres. Effectivement, Tangemed, aujourd'hui, est un hub stratégique qui est en train, de toute façon, de dépasser tous les chiffres qui avaient été arrêtés au jour où ce complexe a été réalisé. Aujourd'hui, ils travaillent reçoivent 477 993, c'est un chiffre précis, j'espère, qu'on m'a communiqué. On ne peut pas faire plus précis que ça. Hein. Et puis, compte tenu donc de la fréquence qui devient très difficile à gérer, il y a des extensions qui sont prévues, et si Hassan peut me confirmer, pour arriver à 1 million pas de conteneurs, de camions. Alors, vous me posez la question, quelles sont les actions que nous prenons? Évidemment, notre rôle, il est consultatif, je le précise, selon les textes qui régissent les chambres de commerce, dont nous émettons des avis. Et il n'y a pas longtemps, nous avons, avec nos amis du port d'Agadir, nous avons travaillé pendant 1 semaine, et avec la SOGM également, nous avons travaillé sur des ateliers pour relever toutes les problématiques du complexe portuaire d'Agadir. Et nous avons sorti un document qui a été remis aux autorités et je voudrais témoigner d'une chose, c'est que depuis l'arrivée de Si Hassan, il y a une amélioration. Et c'est le témoignage des opérateurs qui sont sur place. Et c'est Mohamed Etad. Donc, cette amélioration, nous la souhaitons. Évidemment,
nos ambitions sont très grandes. Dakhla, Inch'Allah, sera un autre complexe qui va faire honneur au Maroc, mais Souss Massa a besoin d'un complexe portuaire moderne, vraiment pour faire face aux enjeux et aux défis qui nous attendent en termes d'exportation. C'est Hassan, vous avez vu, la balle vous a été lancée par Sidor. Pratiquement, là aussi, encore une fois, vous avez une certaine responsabilité. Il a parlé d'extension voilà, des infrastructures portuaires. Il vous a félicité également, en tout cas, par votre travail et votre implication dans le processus. Voilà, qu'est-ce qui a été quantifié, qu'est-ce qui reste à faire? Ok, je remercie Seyd Raïs pour son petit clin d'œil. Donc, on travaille sur deux niveaux. Donc, le premier, il est stratégique, d'accord. Donc, nous avons aujourd'hui une stratégie portuaire à l'horizon 2030. Et cette stratégie a été déclinée donc, pour le port de Gadir. Elle a été mise au goût du jour donc, en 2019 en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, on a un petit peu identifié quels sont les besoins donc, de la région pour accompagner le développement notamment de l'ensemble des zones logistiques qui sont aujourd'hui en cours de développement au niveau de la région, accompagner leurs besoins. Donc on a une feuille de route claire là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes en train d'implémenter cette feuille de route, chouïa bchouïa, en fonction des besoins. Nous avons un nouveau terminal polyvalent aujourd'hui qui a été construit, Inch'Allah. Donc on espère que d'ici un an, il sera mis en service et qui offre un tirant d'eau important, plus que de 15 mètres. Donc, quand on parle d'un terminal à 15 mètres, donc c'est des économies d'échelle. Donc, les opérateurs pourront éventuellement affréter de grands navires ou mutualiser leurs importations, ce qui constitue bien sûr aussi donc, un avantage concurrentiel important pour les opérateurs économiques de la région. Nous travaillons également sur un nouveau terminal polyvalent qui est une attente de la région, du conseil régional aussi. Donc, nous sommes en train aujourd'hui de peaufiner tous les documents nécessaires pour le lancement, pour trouver donc, un opérateur dans le cadre d'une opération PPP. Ça, c'est le premier niveau stratégique. Le deuxième niveau, c'est la feuille de route dont a parlé M. le Président. Il y avait des consultations qui ont été faites sous la direction donc, de la Chambre, où on a un petit peu identifié tous les goulots d'étranglement au niveau du complexe portuaire d'Agadir. Je parle de la partie commerce, d'accord? Donc c'est cette feuille de route d'aujourd'hui qui guide notre action. Donc nous travaillons dessus problème par problème avec les concernés. Et notre levier là-dessus, c'est la digitalisation. Donc on a depuis lors digitalisé un certain nombre de process qui ont un petit peu amélioré donc, le transit au niveau du port. Rien que récemment, donc c'est un scoop que je vous annonce, c'est Raïs. Donc on se concerne la fameuse séquence. Donc on l'a digitalisée, d'accord, la séquence conteneur. Donc on l'a digitalisée aujourd'hui et on a commencé une phase de test avec les compagnies maritimes, avec l'ensemble des opérateurs. Et ça va permettre vraiment de permettre une fluidification donc, du transit, surtout des conteneurs et surtout des primeurs. Parce que notre ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir capter justement ces primeurs. Une grosse partie, malheureusement pour le port d'Agadir, mais heureusement pour Tanger, donc ça transite par Tanger-Med. Et notre ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir capter une partie de ces primeurs. Donc il y a Monsieur le Président de la Chambre donc, agricole qui est avec nous. Donc nous travaillons dessus justement. Et l'autre levier que nous avons actionné, c'est la digitalisation, c'est la concertation, c'est cette intelligence collective dont a parlé Monsieur le Président de la région ce matin. Et voilà, donc on espère qu'on va réussir ce chantier avec le concours de tout le monde. Sibouayed, voilà, digitalisation, c'est le maître mot, on l'a entendu. Ça va changer quoi? Ça va faciliter quoi au niveau des activités, en tout cas des produits de la mer? Si vous permettez, avant de traiter ce problème qui est réel, et je suis heureux d'entendre ce qui va se faire, je reviendrai sur la pêche et la place d'Agadir, de la région d'Agadir, dans le secteur de la pêche. Ça, c'est un point très important, puisqu'il s'agit de l'impact des infrastructures logistiques sur le développement régional. Le port d'Agadir, on connaît le débarquement, c'est à peu près, vous l'avez dit, 80 000 tonnes, dont la moitié c'est la pêche côtière, la moitié c'est la pêche hauturière. Alors, de ce fait, le port d'Agadir occupe la première place en valeur.
et la 5e ou la 6e place en volume. Et c'est une tendance qui est baissière. C'est-à-dire ce positionnement d'Agadir ne va pas s'améliorer si on continue comme on continue maintenant. Rien à voir avec ce qui a été dit sur la digitalisation, l'organisation, le fonctionnement. Ça, c'est merveilleux. C'est très bien. Et c'est quoi? Quelle est la raison justement de cette tendance baissière? La raison, c'est qu'il y a une surexploitation des ressources. Il n'y a pas longtemps, Safi était la capitale mondiale de la sardine, ensuite c'était Agadir, ensuite c'était Lyon, ensuite maintenant c'est Dakhla. Et à Dakhla, maintenant, il n'y a pas tellement de sardines. Agadir était le premier port du Maroc en volume, il n'est plus, il est 5e ou 6e. Il y a une surexploitation des ressources, ça veut dire qu'il y a, il y a d'abord l'effort de pêche qui est plus important que la ressource, hein, et deuxièmement, il y a le problème de la pollution qui joue un rôle très important. Donc Agadir doit se réveiller, doit réinventer son secteur de la pêche actuellement en refondant ses outils d'extraction de la ressource au niveau de la pêche côtière et artisanale, et il doit revoir un peu le niveau de la valorisation des produits, et surtout là où Agadir peut gagner. Où c'est qu'elle peut gagner? Elle peut gagner dans la valorisation. Dans la valorisation, et on peut le faire. La valorisation des produits de la mer. Très bien. Je parle toujours des produits de la mer. Je ne vais pas parler des cacahuètes ni rien du tout. C'est que des produits de la mer. Alors, on est des champions. Agadir est champion dans ce domaine-là. On a des compétences. On a du métier, on a de l'ancienneté, on a de l'expérience dans le domaine de la transformation. On a l'outil de transformation des produits de la mer. Aliopolis n'a pas été créé pour rien. Ça a été créé, c'est parti de la Chambre de commerce à l'époque. C'est tout un collectif qui avait, et la CGM, qui avait à la création de ce quartier industriel. C'est pour valoriser les produits de la mer. Nous pouvons être les champions africains de la valorisation des produits de la mer. Je m'explique. C'est-à-dire, on peut transformer nos propres produits du Maroc et on peut transformer des produits importés à titre temporaire. Actuellement, il y a 3 millions de tonnes qui nous passent sous le nez tous les ans au niveau de l'Atlantique marocain et on ne voit rien. Et si on peut capter en étant compétitif, en étant attractif, etc. Comment? Par les compétences, par la communication, etc. Et là, ça va donner de l'emploi, ça va donner de la croissance. Et d'un autre côté, il faudrait qu'il y ait une deuxième stratégie Aliotis. Il y a eu la stratégie Aliotis 2009-2019 qui a donné ce qu'elle a donné. Qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné des résultats très positifs, apparemment. Très positifs. Voilà. Augmentation des captures, oui. Augmentation des exportations, oui. Mais d'autre côté, sur le plan qualitatif, il y a surexploitation des ressources. Donc là, on va vers le bas de plus en plus. Il y a une tendance. Évidemment, il y a les changements climatiques qui jouent un rôle important dans les eaux qui deviennent plus froides de plus en plus. Il faut trouver l'équilibre dans tout ça. Il faudrait que le Maroc rentre dans la résilience au changement climatique pour d'abord préserver les ressources, pour valoriser ces ressources. Et nous attendons une deuxième stratégie Aliotis. Et le ministère de la Pêche a été interrogé là-dessus. Je pense qu'ils ont déjà travaillé et ils vont bientôt faire ressortir les choses. Maintenant, en ce qui concerne le titre, vous voyez quel est l'impact des infrastructures logistiques sur l'économie régionale. Nous avons des infrastructures extraordinaires, formidables. Mais est-ce qu'elles sont en adéquation avec les aspirations de la région? Quelques chiffres. Bon, la région voudrait qu'on puisse exporter à partir d'Agadir, combien? 30 millions de tonnes par an. La capacité d'Agadir, la capacité. Non, mais il y a des gens qui rêvent. La capacité d'Agadir. Les gens qui rêvent. Il y a des gens qui rêvent. Ah bon? Qui rêvent avec les yeux ouverts. Et la capacité, et je parle sous le contrôle de CHSN, c'est 11 millions de tonnes. Actuellement, en charge 6,7 millions de tonnes à peu près, mes chiffres sont exacts. Donc il n'y a pas l'adéquation. Deuxièmement, au niveau du port de commerce. On voudrait développer le PAI. Le PAI, c'est le programme d'industrialisation. Accélération industrielle. Accélération industrielle. Bon. Moi, je dis qu'il faut accélérer dans tous les domaines, pas seulement industriel.
parce que nous avons un problème de vitesse. C'est pour cela qu'on reste en développement. On n'est pas développé, on est en développement. On est sur la bonne voie, mais on ne va pas assez vite dans le développement. Le PAI voudrait qu'on abrite les plus grandes industries possibles, notamment l'industrie hôtelière, automobile, aéronautique, etc. Mais pour cela, il faut un grand port de commerce. Nous ne l'avons pas, ce port de commerce. Où c'est qu'on va l'inventer, ce port de commerce? Il est limité par le programme urbanistique de la région, parce qu'elle voudrait que l'extension du port d'Agadir soit touristique, n'est-ce pas? Et le port sec, lui, va jouer un grand rôle, mais pas suffisamment. Et lui-même, il est bloqué, parce qu'il est bloqué, il est lié à la création de la zone franche, etc. Alors que faire? Donc, on est coincé. Et là, je lance une idée qui a été déjà exprimée, c'est la création d'un port de commerce en eau profonde, indépendant du port d'Agadir. C'est la troisième voie, la troisième solution possible. Et là, on peut sauvegarder le tourisme, on peut sauvegarder la pêche. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir et il faut s'inscrire dans la création d'une nouvelle façon de travailler au niveau de la pêche. Je parle surtout au niveau de la pêche. Au niveau de la pêche, nous avons un problème de préservation de la ressource. Voilà, merci. Voilà, Madame Gassi peut revoir une nouvelle façon de travailler dans certains domaines en tout cas. Quelles sont éventuellement, peut-être on va essayer un peu de faire un peu du prévisionnel, quelles sont en tout cas les opportunités qui pourraient s'offrir et qui viendraient en tout cas à travers l'intervention des investisseurs au potentiel qui viendraient vous voir. Comment voyez-vous le secteur d'une manière générale, l'économie bleue, intéressant cette région particulièrement? Merci beaucoup pour la question. Et avant, si c'est possible, je voudrais juste apporter un complément à ce qui a été dit, notamment en termes d'infrastructures, parce qu'on a effectivement beaucoup parlé d'infrastructures, notamment logistiques, que ce soit le port existant évidemment. Nous avons un port sec qui a été cité ce matin, donc qui va bientôt voir le jour. Nous avons une zone logistique de l'Cléa qui va également voir le jour et qui va apporter un support à toute l'infrastructure logistique. Il y a aussi l'aquapole de Tigert aussi. J'allais y venir, évidemment. Allez-y. Nous avons effectivement l'aquacole de Tigert qui va également voir le jour, qui s'étale sur 6 hectares. Alors Tigert, c'est au niveau de Temri, au nord d'Agadir, tout à fait. L'aquacole de Tigert fait partie de ce qu'on appelle le plan aquacole régional, qui va bénéficier d'un investissement de 480 millions de dirhams et qui va permettre la création de 4 zones aquacoles, dans celle dont on vient de parler, donc de Tigert. Nous avons également le parc Aliopolis qui s'étale sur une superficie de 150 hectares, qui est l'un des premiers au niveau marocain et qui a une vocation agro-industrielle, mais qui abrite plus de 30% de projets liés à tout ce qui est économie bleue et notamment la transformation et la valorisation des produits de la mer. Donc ça, c'était en termes d'infrastructure. La région, en termes d'opportunités, tout ce qui a été dit, le potentiel dont elle dispose, nous en tout cas, en tant que CRI, et de par notre mission, comme je disais tout à l'heure, de promotion et d'identification des différentes opportunités d'investissement qui peuvent s'offrir aux investisseurs potentiels. On fait évidemment un travail d'analyse, de recherche. Nous avons lancé une banque de projets qui permet de donner en fait des idées d'investissement en lien avec tout ce qu'on a dit, industrie de transformation des produits de la mer et tout ce qui va avec. Une nouvelle version verra le jour qui sera encore plus élargie et c'est une réelle opportunité pour ces différents investisseurs qui parfois en fait sont à la recherche de nouvelles idées, notamment innovantes, pour pouvoir s'installer au niveau de la région. Nous travaillons également sur des niches spécifiques par province, parce qu'effectivement on parle beaucoup d'Agadir, mais la province est large, la région est plutôt large avec l'ensemble de ses préfectures et de ses provinces. Donc l'objectif, c'est d'analyser chaque préfecture, chaque province et d'identifier des activités niches en lien encore une fois avec l'économie bleue et qui pourraient représenter de réelles opportunités d'investissement. Ce que je voudrais juste pour finir, pour compléter, la région offre encore une fois un panel d'opportunités. Nous avons un
un climat d'affaires très favorable, notamment grâce aux différentes incentives que nous pouvons offrir, qu'elles soient régionales avec le programme régional d'investissement qui peut effectivement subventionner des projets d'investissement, encore une fois, avec l'économie bleue. Nous avons la charte nationale qui a vu le jour récemment et qui, parmi ces primes sectorielles, on retrouve l'industrie, donc qui peut évidemment couvrir le secteur de l'économie bleue. L'aquaculture également. Et puis nous avons la convention qui a été signée entre la région et l'ANDA pour subventionner les projets aquacoles également. Et je m'arrête là. Voilà, il nous reste 5 minutes. On me fait des signes depuis tout à l'heure. 5 minutes, le temps c'est de l'argent. On commence par vous, Siboté. Il y a 5 minutes, donc ça tombe bien, vous êtes 5 intervenants. Je vous demanderai juste 1 minute pour clôturer. Comment voyez-vous peut-être la région, les activités dont on a parlé depuis tout à l'heure, l'économie bleue d'ici 2030? Et vous savez pourquoi voilà, je souligne volontairement cette année 2030, qui est un rendez-vous inéluctable voilà, pour beaucoup de professionnels ici au Maroc. La région décèle beaucoup de ressources, beaucoup de potentialités et beaucoup de compétences et beaucoup d'opportunités pour investir et pour développer qu'elle se développe, évidemment. Et nous avons la chance d'avoir des personnes qui sont à l'écoute, qui agissent assez rapidement et qui permettent la réalisation des choses. Nous avons les 3A. Il y a des pays qui sont classés 1A, 2A, 3A. Nous avons 3A. Nous avons Akhnouch, nous avons Achengli et nous avons Amzazi. C'est des hommes extraordinaires. Ce sont des hommes extraordinaires. A+. 3A. 3A. C'est le score le plus important. Donc c'est une chance extraordinaire et il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ils sont demandeurs et ils vont faire les choses. Alors au niveau, moi ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de rêver et qu'on mette les choses, que les chiffres sur. Si on veut 10 millions de touristes, il faut leur préparer les infrastructures nécessaires. C'est-à-dire, et avec l'eau. On a parlé de dessalement de mer, etc. Ça fait plaisir. Donc, il y a des perspectives. Il y a aussi les lits qu'il faut préparer. Il y a beaucoup de choses, l'accueil et tout le reste. Il y a des infrastructures routières qui ont été faites et sont merveilleuses, elles sont très bien. On est bien, on roule bien à l'intérieur d'Agadir. Et il faudrait aussi revoir tout ce qui est protection de la nature, de l'environnement. Il faut pour aller dans la durabilité. Parce que sans durabilité, on va s'arrêter très vite. C'est le contraire de durer. On va s'arrêter très vite. Et il faudrait réinventer l'industrie de transformation des produits de la mer, réinventer la pêche. Vous avez parlé de l'aquaculture. Actuellement, il y a 34 projets qui ont été labellisés, qui ont été acceptés. 15 ont été réalisés, donc 14 dans la mytiliculture, les moules, et un pour l'agoculture, c'est-à-dire les algues. Et ils projettent de produire, juste un chiffre, 32 000 tonnes par an. C'est merveilleux. C'est presque l'équivalent du débarquement de la pêche côtière. Ouais, là, j'arrête là. Merci. Merci. Vous avez cité 3A, moi je cite 3B. Bouaïd, Baïch, Bouti. Vous voyez, comme quoi le hasard fait bien les choses. C'est Baïch, c'est à vous. 1 minute, s'il vous plaît. Je pense que c'est Bouaïd, donc un petit peu résumé la chose avec ces 3A, donc j'ai rien à ajouter par rapport à ça. Sauf que il y a donc la région de Souss-Massa, donc on est aujourd'hui un dynamisme au niveau du développement des zones industrielles, port sec, l'OPA, etc. On espère d'ici 2030 qu'on soit au rendez-vous, Inch'Allah, pour être à la hauteur des attentes dans l'ensemble de la population de la région, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Sidor, c'est à vous, président de la Chambre de commerce et d'industrie, au niveau de la zone. Oui, moi je pense que il y a un mot qui revient et qui est revenu dans ce panel sympathique, c'est la durabilité. Je crois que c'est un mot-clé sur lequel on doit travailler, parce que quand on parle d'économie bleue, eh bien, évidemment, on pense à tout ce qui est propre. Donc, il va falloir innover, prendre des initiatives pour encourager tous les acteurs qui sont dans le domaine à aller dans le sens d'assurer cette durabilité qui est absolument nécessaire pour nous et pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. Merci beaucoup. C'est Driss El Bouti.
Moi, je vais dire que notre région a été tournée depuis des décennies vers l'Europe. Aujourd'hui, elle se tourne pour aller vers l'Afrique. Sans oublier que nous avons une partie de l'Europe qui est à 1 heure de chez nous, qui est les îles Canaries, dont on n'en profite pas du tout. Donc c'est pour ça que j'appelle tous les gens, tous les forces vives de cette région, de se tourner aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les voisins d'en face, et surtout qui sont pas leur... Non, on va dire que c'est pas extensible, donc ils ont besoin de beaucoup de choses, ils le font venir d'Europe alors qu'on est à 1 heure de chez eux. Moi je veux dire aussi que notre région, c'est des très bons chiffres, mais avec des mauvais indicateurs. Merci. Merci beaucoup, c'est à vous, Madame Gassib. Et ça tombe toujours sur vous, c'est incroyable ce micro. Allez. Et Cédric m'a donné l'occasion de faire une très bonne transition. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, et ça on le dira jamais assez, c'est qu'en tant que région, on a la chance d'avoir un collectif qui est soudé, qui va dans la même direction. Et tout le monde est conscient en fait du potentiel de la région, mais on connaît nos forces, mais on connaît aussi nos faiblesses. Et tout le monde il met de sa bonne volonté et tous les efforts qu'il faut pour qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs qui ont été fixés par Sidna Allah Yansro quand il a repositionné la région au centre du Maroc et où il souhaite en faire un pôle économique de référence au niveau national, au niveau international. Et nous, évidemment, en tant que CRI faisant partie de ce collectif, on ne va jamais baisser les bras pour pouvoir atteindre ces objectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kenza Gassib, directrice générale du CRI au niveau de la région de Souss Massa. Je remercie également Sil Bouti, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc. C'est Saïd Dol, président de la Chambre de commerce et d'industrie au niveau toujours de cette zone. Hassan Baïch, directeur régional de l'Agence nationale des ports. Pas de pêche. Merci. Et enfin, c'est Mohamed Bouayat. Merci beaucoup encore une fois, conseiller. Alors, je le maintiens auprès de la Fédération nationale des industries du poisson. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir accompagnés en tout cas durant notre escale au niveau du Forum économique régional dans cette belle région d'Agadir, dans cette belle région de Souss Massa, et à très bientôt, Inch'Allah.